Merci. Donc le câble qui relie les Mac ne sont pas là. Mais la présentation est déjà disponible, qui vous sera transmise par les soins de l'Académie. Devant intervenir sur la protection des données de santé à caractère personnel, je voudrais, à la suite des brillantes interventions qui m'ont précédé, attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, le développement des technologies de l'information transforme radicalement les rapports entre le médecin et les patients, entre les patients et la médecine d'une façon générale. On a évoqué les différentes facettes de la télémédecine aujourd'hui ou de la télésanté en termes de consultation, d'expertise, de surveillance, de téléassistance. Mais l'important, c'est de mettre le doigt sur la multiplication que ces phénomènes engendrent en termes d'échange d'informations. Les feuilles de soins, les résultats d'analyse ou de recherche, la gestion partagée de dossiers médicaux, on l'a vu, les ordonnances, les différents documents qui mettent en cause les IPM, l'IPRES, la sécurité sociale, les assurances d'une façon générale. Cette technologie, il est clair, on l'a démontré, peut améliorer de façon décisive la qualité de vie des populations malades et aussi des personnes âgées. On a vu des cas de téléprévention, de télédétection, d'événements dangereux par exemple. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est l'impact négatif que les TIC ont sur la vie privée, tant elles menacent l'intimité de la vie privée des personnes. Les médecins étaient déjà habitués depuis Hippocrate. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Mais aujourd'hui, c'est les TIC qui donnent une autre amplification de cette obligation de taire les secrets. L'intrusion dans l'intimité est là, mais on a aussi le risque de l'usage abusif des données à des fins commerciales, sans compter les risques liés également à l'externalisation des traitements de données et à leur échange dans des réseaux interconnectés dont on n'a pas toute la maîtrise. Mais il y a également un autre enjeu pour les responsables des structures de santé, des structures hospitalières. C'est que les traitements de données non autorisés ou non conformes peuvent engager la responsabilité pénale des responsables de traitement. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est disposer d'un système de traitement conforme aux lois et règlements en vigueur au Sénégal. Le Sénégal a adopté depuis 2008 une loi avec son décret d'application sur la protection des données à caractère personnel, sous l'égide de l'ADI à l'époque, et aujourd'hui la Commission des données personnelles est à quelques enclavures du Conseil économique social, ici en face de l'hôpital de Dantec, et qui est aujourd'hui opérationnel. Vous pouvez voir sur son site cdp.sn pour avoir l'ensemble des informations concernant. Pour faire vite, Monsieur le Président, je voudrais prendre les 5 doigts de la main pour parler de 5 points. D'abord, les données protégées et les traitements qui sont visés par la loi, les principes de protection, les régimes de protection, les droits des personnes protégées et les sanctions pénales encourues. Prenons d'abord les données. Quand on parle de données de santé ici, on s'intéresse aux données de santé, mais aussi aux données de la recherche médicale. Les deux obéissent avec quelques différences au même régime juridique. Tout est-il que même lorsqu'on n'est pas juriste, il faut savoir que ces données de santé sont considérées par la loi comme une catégorie à l'intérieur des données à caractère personnel, c'est-à-dire de toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification, comme les pièces d'identité, ou par plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique. Et c'est à l'intérieur de cette grande catégorie que l'on retrouve les données de santé. Ces données de santé qui englobent tout ce qui a trait à l'état physique et mental, mais aussi aux données génétiques. Et la loi les considère comme appartenant à la sous-catégorie des données dites sensibles. Les données sensibles, ce sont les données les plus importantes parce qu'elles touchent directement et de façon fondamentale l'intimité de la vie privée des individus. Et ce sont ces données-là qui sont traitées qui nous intéressent. Et quand on dit traitement de données,
On a évoqué tout à l'heure l'archivage avec la Sonatel. C'est la collecte, c'est le traitement, c'est la transmission, c'est le stockage et toute utilisation de données à caractère personnel. Que ce soit fait par une personne physique, une personne morale, une structure de droit public ou de droit privé. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que ce n'est pas lié au développement des TIC. La loi englobe tout traitement de données, automatisé ou non automatisé. Donc même que lorsque le traitement est manuel, la législation s'applique. Et ça concerne tout traitement mis en œuvre par un responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est une personne physique ou morale, publique ou privée, organisme ou association. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que intervenant seul ou conjointement, qui a pris la décision de collecter et de traiter et qui en a déterminé les finalités. C'est ça ce qui intéresse les juristes. On peut avoir un personnel de santé, peut-être subalterne, qui a manipulé des données, ou une secrétaire dans un cabinet qui a manipulé des données, mais la responsabilité, le responsable de traitement, c'est la personne physique ou morale qui a pris la décision et qui a fixé, déterminé les finalités. Donc, voyez-vous, c'est notre premier doigt, les données qui nous concernent. Il y a un certain nombre de principes qui gouvernent la protection des données. Il y en a 4 ou 5, selon les présentations. D'abord, le principe de finalité. On ne peut pas utiliser des données vous concernant quand vous êtes malade ou quand on utilise vos données aux fins de recherche médicale si ce n'est pas pour un usage déterminé et légitime. Et au titre de la légitimité, il faut que vous donniez votre consentement et qu'au moins ces données soient traitées sous la supervision d'un professionnel de la santé. Quand on vous demande des informations qui ne servent pas à grand-chose ou pour avoir des traitements conformes. Deuxième élément, c'est la conformité. Lorsque vous voulez être conforme, voilà ce qui vous attend. Analysez vos traitements et les flux d'informations dans votre structure. Évaluez le niveau de conformité, déterminez vos besoins en matière de protection, analysez les risques d'impact sur la vie privée et mettez-vous en conformité avec la loi. J'espère ne pas vous avoir ennuyé, mais je vous remercie de votre attention. Patients et ça pose le problème effectivement de la protection des données. Les données liées aux diagnostics médicaux, que ce soit fait en local ou à distance, en télémédecine, les consultations, les données liées au rendez-vous, compte rendu d'hospitalisation, les prescriptions médicamenteuses ou autres. Donc toutes ces informations existent et sont souvent consignées dans des documents textuels. En tout cas, il y a très peu de structures sanitaires qui disposent aujourd'hui d'applications informatiques permettant de gérer ces données-là. Je parle sous le contrôle de l'ADIE. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de faire le constat, mais aujourd'hui, si on regarde rien que dans la région nord, en tout cas dans la région de Saint-Louis, la plupart des structures sanitaires n'ont aucune possibilité de gérer leurs données. Donc, ce qui pose évidemment un problème d'accès et d'exploitation, puisque la plupart du temps, on utilise des méthodes manuelles. Donc, notre idée, c'était tout simplement de dire il faudrait au moins disposer quand même d'un système d'information médicale opérationnelle. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'usage des TIC dans tous les secteurs et oublier le domaine de la santé. Alors, lorsque à l'université Gaston Berger, il y a eu donc une UFR des sciences de la santé et qu'on avait la possibilité d'échanger avec donc des médecins, on s'est dit il faudrait commencer peut-être par réfléchir sur un système d'information médicale opérationnel, ne serait-ce qu'au niveau de la région nord. Parce que lorsque nous avons échangé à l'époque avec le professeur Lamine Gueye, qui était le directeur de l'UFR des sciences de la santé, actuellement donc recteur de l'université, mais et son équipe, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, à l'hôpital régional de Saint-Louis, en tant que médecins, ils ont déjà le problème d'avoir ne serait-ce qu'accès à un minimum de logiciels pour pouvoir gérer leur consultation ou les hospitalisations ou le diagnostic. Donc, il faut commencer par ça. Et donc, plus tard,
il faudrait pouvoir intégrer ces données en utilisant des technologies qui existent aujourd'hui et des solutions qui permettent à une échelle régionale ou nationale de pouvoir en tout cas appuyer la prise de décision avec des outils d'extraction de connaissances ou bien des statistiques ou des outils beaucoup plus avancés en termes d'analyse multidimensionnelle. Donc c'est ça l'idée. Et en fait, en échangeant donc avec les médecins, on s'est dit qu'il fallait tout simplement voir dans quelle mesure on peut faciliter la gestion et l'exploitation de l'information médicale. Alors, par rapport à la télémédecine dont on a parlé depuis tout à l'heure, en fait, qui pour moi constitue plutôt l'usage des TIC pour pratiquer des actes médicaux. Alors nous, c'est plutôt, je pense, l'e-santé, qui est en fait l'usage des TIC pour gérer l'information médicale. Donc, pouvoir disposer d'une application, ne serait-ce que pour gérer les activités quotidiennes des structures sanitaires. Et plus tard, avoir un système d'intégration qui va permettre d'avoir à une échelle supérieure une vue globale sur ces informations-là. Donc il y a deux projets qui ont démarré et qui ont malheureusement démarré en fait de façon dispersée. Le premier projet qu'on appelle Siemens, qui est un système d'information médicale national dont je vais parler tout de suite, et le deuxième projet qui s'appelle Médicis, qui est une plateforme nationale d'interconnexion médicale. Donc je vais essayer dans la suite de parler des motivations et des objectifs de ces deux projets et de leur état d'avancement et dans quelle mesure nous souhaitons les fusionner. Donc le premier projet, c'est un projet qui est actuellement soutenu par... Le premier projet qui est donc soutenu par le FIRST, qui est le Fonds d'insertion pour la recherche scientifique et technologique lors de la campagne 2012. Donc dans ce projet-là, l'objectif général pour nous, c'est donc de contribuer à la gestion et la capitalisation de l'information médicale au Sénégal, avec donc deux objectifs spécifiques. Le premier, c'est de disposer d'un système d'information médicale national pour le Sénégal. Et le deuxième, c'est de pouvoir disposer d'un système d'intégration de données médicales et donc d'un système d'aide à la prise de décision pour les autorités sanitaires et politiques. Donc dans ce projet-là, nous avons donc deux résultats attendus. Une application pour la gestion des activités médicales qui serait déployée dans les structures sanitaires, en particulier dans les hôpitaux. Et le deuxième résultat attendu, c'est donc une plateforme logicielle qui utiliserait des solutions d'intégration de données ou d'ingénierie des connaissances pour avoir des services de recherche d'information et d'aide à la décision. Alors, le premier pas à faire, c'est évidemment de disposer d'un système d'information médicale qui permettra donc déjà d'identifier de manière unique un patient sur le plan national à travers un dossier médical informatisé. Et là, effectivement, se posent les problèmes de protection de données à caractère personnel à travers ce dossier médical informatisé et de conserver de manière structurée, avec évidemment la durée permise par la loi et numérique, toutes sortes d'informations qu'on peut recueillir lors des activités médicales concernant ce patient-là, que ce soit les consultations ou les hospitalisations. Et évidemment de pouvoir aussi mémoriser les informations sur les établissements de santé, les personnels médicaux, les équipements matériels, la localisation géographique, etc. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui... Je pense que c'est pas moi. Donc partant de ce principe-là, nous avons ici une architecture sur laquelle je vais passer très rapidement et qui, en fait, nous a été tout simplement... en travaillant avec l'hôpital régional de Saint-Louis, donc on est parti d'un principe simple. On commence à travailler dans la zone où on est. Donc on a travaillé avec l'hôpital régional de Saint-Louis et les médecins de l'UFR des sciences de la santé pour commencer le développement de cette application-là. Et donc aujourd'hui, nous en sommes dans une application avec globalement trois aspects. Un aspect qui s'occupe de ce qu'on a appelé le système médical. Donc tout ce qui est hospitalisation, la gestion des opérations chirurgicales, le dossier médical du patient. Un aspect qu'on appelle les systèmes médico-techniques qui s'occupe de tout ce qui est lié à la pharmacie, à l'imagerie médicale, au laboratoire d'analyse médicale. Et un autre aspect qui est plutôt le système administratif, donc tout ce qui est gestion des rendez-vous, de la facturation, etc. Et à terme, donc pouvoir permettre à l'hôpital régional de disposer d'une application donc, qui est actuellement en cours d'implémentation. Nous avons des étudiants qui travaillent là-dessus. Et à terme,
en principe, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir une application qu'on pourrait déployer à l'hôpital pour test et validation. Évidemment, il faudra qu'on s'entoure de toutes les garanties pour éviter de se faire piéger par la loi. Parce que quand j'écoute les juristes, j'ai peur de continuer le travail. Alors, à côté, à côté donc, de cette application qui doit permettre aux différents acteurs du service hospitalier de pouvoir gérer leurs données, il y a aussi un portail web d'information sanitaire sur lequel on est en train de travailler pour avoir la possibilité, donc via évidemment le web, d'avoir accès à partir d'un portail à toutes les données, notamment pouvoir disposer de la liste des structures sanitaires, par exemple, qui sont disponibles, pouvoir faire de la recherche, juste ne serait-ce que savoir quel est le médecin spécialiste le plus proche de ma zone, en utilisant par exemple, pourquoi pas même la téléphonie mobile, et donc en se basant aussi sur de des SIG pour pouvoir disposer, par exemple, d'une zone de prévalence par rapport à des épidémies. Tout à l'heure, il y a je pense, la représentante de la Sonatel qui parlait du projet Voice, dans lequel, effectivement, il y a pas mal d'usages de la téléphonie mobile qui permettent, par exemple, de remonter les données épidémiologiques. Et donc, ça permettrait, par exemple, de pouvoir disposer d'une information à ce niveau-là. Donc ça, c'est le domaine qu'on a déjà acquis, en fait, pour éviter que quelqu'un d'autre le prenne, parce que les gens sont tellement rapides. Alors, je vais parler rapidement du second projet, qui est en fait un projet qui a démarré dans une société de services informatiques qui travaille avec l'UGB, et avec laquelle donc, nous collaborons beaucoup et qui utilise beaucoup nos étudiants. Et en fait, on ne s'est pas concerté. Ils ont démarré un projet qui est pratiquement le même, avec peut-être quelques petites différences, mais plutôt des aspects complémentaires. Leur objectif, c'est de mettre en place une plateforme logicielle pour dématérialiser et permettre l'interconnexion des structures qui interviennent dans le domaine donc, de la santé, que ce soit les hôpitaux, les centres de santé, les dispensaires, les cabinets médicaux, les pharmacies, etc. Et bon, je passe sur les objectifs spécifiques, l'architecture aussi. Les fonctionnalités attendues de leur plateforme, c'est de pouvoir consulter des informations médicales générales, de pouvoir consulter un dossier patient, de pouvoir transférer un dossier patient d'une structure à une autre, par exemple un patient qui est évacué dans une autre structure, que lorsqu'il arrive que les gens puissent avoir accès à son dossier immédiatement, je ne sais pas si c'est permis par la loi, pouvoir consulter la disponibilité d'une place au niveau d'une structure ou d'une localité, ou bien pouvoir mettre à jour évidemment un dossier patient. Et donc, pour le moment, ils ont déjà fait une application pour la radiologie, et il y a déjà deux structures privées à Dakar qui utilisent l'application et qui semblent être satisfaites de cette application-là. Par contre, ça c'est une application qui est payante, parce que ça a été fait par une société de services informatiques qui cherche du profit. Donc, mais dans ces deux projets, il y a un aspect qui me semble pertinent et qui semble important, et surtout en plus si j'écoute les différentes communications qui sont passées avant, c'est la nécessité de disposer d'un dossier patient standard. Et je pense que là, c'est peut-être le ministère, je ne sais pas si ça existe, avoir un format numérique standard de dossier patient et qui tienne compte aussi des différents, en tout cas du cadre réglementaire disponible au niveau du pays, pour éviter que ça aille dans tous les sens. Parce qu'à un moment donné, je pense que ce qui va se passer, c'est que avec l'usage des TIC, beaucoup d'applications seront mises en place. On risque de se retrouver à un moment donné avec énormément de dossiers patients qui seront utilisés dans les différentes applications, et ce sera peut-être impossible en ce moment-là de standardiser. Donc c'est peut-être le moment de faire un standard, mais qui doit être validé évidemment par les acteurs du secteur. En conclusion, donc ici c'est juste pour dire que ce sont deux projets qui sont pratiquement similaires sur beaucoup d'aspects et qu'on peut considérer comme complémentaires. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir les fusionner dans un partenariat peut-être public-privé
public-privé. Et je pense, tout à l'heure, il y a le professeur Mbaye Ndiaye qui parlait de cadre plurisectoriel qui est en train d'être mis en place au niveau du ministère de la Santé. Peut-être que dans ce cadre-là, on pourrait aussi pouvoir bénéficier peut-être de l'accompagnement du ministère de la Santé pour pouvoir, en tout cas, faire bénéficier davantage aussi bien aux populations, aux structures sanitaires, au ministère de la Santé, des résultats qu'on aura au bout de ces deux applications. Parce que à l'UGB, nous avons quand même dans notre UFR des compétences et l'expertise en TIC, mais aussi nous avons l'UFR de sciences de la santé avec laquelle nous travaillons et l'hôpital régional pour l'instant pour pouvoir disposer de retours. Et pour l'instant, les retours que nous avons sont plutôt encourageants. Et avec l'usage, en travaillant avec la société de services informatiques, nous aurons la possibilité de garantir et de maintenir peut-être l'application puisqu'ils ont déjà l'habitude de faire des logiciels de qualité et qui sont vendus sur le marché. Et l'avantage aussi de ce partenariat, c'est que ça ne sera peut-être pas aussi cher que si c'était fait juste par la société de services. Parce que ce que nous faisons à l'université doit être gratuit. Nous utilisons des technologies ou en tout cas des outils open source et tout ce que nous faisons sera mis à disposition des autorités de façon gratuite sans pour autant qu'on cherche du profit. Je vous remercie de votre attention. L'assistance médicale qui permet maintenant à un professionnel médical d'assister à distance à un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte. Voilà qui est dit. Maintenant, quelques expériences de télémédecine. Là, je peux aller très vite. Et peut-être avant de parler d'expérience de télémédecine, je voudrais quand même m'appesantir sur un point. Parce que quand on parle de TIC, on a l'impression de dire que c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas du tout nouveau. Et tout à l'heure, un orateur a dit, il a voulu parler de nouvelles technologies de l'information et de la communication. On lui a dit de s'en arrêter à technologie de l'information et de la communication. Pour ce qui concerne notre pays, je dois rappeler que nous avons quand même depuis plusieurs années été en pôle position dans le domaine des technologies modernes. Je rappellerai simplement très vite qu'en 1972, le Sénégal a été le premier pays d'Afrique à mettre en place une station de télécommunication par satellite. Et qu'en 1978 déjà, nous mettions en place un système, en centrale numérique Telex, le tout premier du continent africain. Et je le rappellerai aussi qu'en 1982, nous avions déjà mis en place un studio de téléconférence à la rue Bagandiouf. Et ce studio, qui était muni d'un système vidéo à l'époque et de téléécriture, permettait à des spécialistes de tout ça, des médecins ou des banquiers, entre Dakar et Paris, de tenir des conférences à l'époque. Et je rappellerai encore qu'au milieu des années 80, au moment où j'ai lancé la Sonatel, j'ai pris en même temps la décision de désormais ne mettre en place que des systèmes numériques au niveau du Sénégal. C'est comme ça qu'ont été mis en place petit à petit les centraux numériques du système E10B. Donc il y a bien longtemps que nous avons commencé ce travail et que par la suite, non seulement des systèmes, des centraux électroniques et numériques à Dakar, mais aussi à l'intérieur du pays, au niveau de Louga, Tambacounda, etc., etc. Bon, pour revenir à la télémédecine, je vais passer là rapidement sur quelques expériences. J'ai fait exprès de dire quelques expériences parce que je savais qu'avant moi, on allait parler de beaucoup d'expériences de télémédecine qui sont déjà passées au Sénégal. Je rappelais uniquement certains, mais comme la vidéoconférence qui a été organisée entre l'hôpital principal de Dakar et l'Université numérique francophone mondiale, dans le cadre de la prise en charge du diabète à l'occasion de la journée mondiale du diabète en novembre 2007. Ensuite, il y a eu l'expérience FISA, je pense, qui a concerné même
un certain nombre d'acteurs qui sont actuellement dans cette salle et qui permettaient de faire de la télémédecine entre Dakar, Nénéfécha, Tambacounda, enfin, etc., etc. Je passe rapidement là-dessus, parce que je pense que le temps est court. Maintenant, puisque le sujet de ma conférence, c'est les possibilités du réseau de télécommunications, je vais encore là survoler ce sujet-là, puisqu'il a été en large partie traité par mes prédécesseurs. Donc, nous allons vite. Réseau donc de télécommunications du Sénégal. Bon, il y a le réseau de téléphonie mobile. Le réseau mobile, comme j'ai dit, couvre plus ou moins correctement, je dis bien, plus ou moins correctement, la presque totalité du territoire national. Et le taux de pénétration des puces téléphoniques, j'ai bien dit puces, je ne parle pas d'appareils, était de 94,24% à la fin de l'année dernière. Il convient de signaler qu'en plus des réseaux de téléphonie mobile exploités par la Sonatel, Tigo, Expresso, il y a le système de l'ADIE, le directeur général de l'ADIE en a parlé longuement tout à l'heure, je passerai rapidement là-dessus, et je dirais simplement qu'à travers le mobile, il est possible d'informer les jeunes, un des orateurs aussi l'a dit, sur le bien-être, l'hygiène, le sport, les aider à cesser de fumer, et nous pouvons aussi inciter les travailleurs de santé à évaluer les niveaux de prévention des maladies non communicables, collecter et traiter de données aidant à renforcer le système de santé national. Il y a aussi Internet, qui est un autre outil qui permet de transmettre des données de télémédecine. Mais je rappellerai tout de même, pour ce qui concerne Internet, que nous avons un progrès important à faire, puisque le taux de pénétration d'Internet n'est seulement que de 5,2%. Il reste encore très faible. Et dans ce domaine, nous devrons faire un effort important dans les années à venir. Et la commission sur la large bande, c'est-à-dire le haut débit, si on veut, pour parler très vite, la commission large bande, une initiative conjointe de l'Union internationale des télécommunications et l'UNESCO, établie en 2010, recommande aux différents pays de rendre les circuits large bande accessibles à 40% des maisons. Nous en sommes très loin dans les pays en voie de développement d'ici 2015. Donc il faudra aller très 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 vite pour respecter cet objectif. Et cela permettra un accès facile à Internet pour les ménages. Et cela devrait aider à atteindre un taux de pénétration de 50% dans les pays en voie de développement et 15% dans les pays les moins avancés. Il y a certaines technologies qui sont déjà utilisées au Sénégal. Le directeur général de l'ADI en a parlé tout à l'heure, tel que le WiMAX et d'autres encore, qui permettent d'avoir des circuits large bande. On dira en gros, les circuits large bande, ce n'est pas tout à fait correct, mais en gros, que les circuits large bande, ce sont des circuits qui permettent des débits au minimum égal à 256 kilobits par seconde, à des coûts abordables, je précise. Il nous faut aussi créer des villes numériques ou villes intelligentes, des smart cities, par l'introduction gratuite du Wi-Fi dans les lieux publics, les universités, les écoles. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a parlé tout à l'heure d'une décision très importante, d'une initiative qui va démarrer à la fin de l'année. Et là, vraiment, j'en suis très content. Et au Mali, par exemple, je suis le cas du Mali, parce qu'il faut sortir un peu du cas du Sénégal, et conduit un projet de téléradiologie et une connexion Internet entre l'hôpital, un hôpital de Bamako et 3 autres hôpitaux situés dans le monde rural, permettent l'échange de radiographie, et il concerne 40 docteurs et 1000 patients. Je sais qu'au Sénégal, on a fait beaucoup de choses plus importantes, mais je pense qu'il ne faut quand même pas croire qu'on a atteint le sommet. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Bon, maintenant, il y a, puisqu'on m'a demandé de parler de réseau de télécommunications, TIC, les possibilités du réseau pour la télémédecine, il y a les câbles à fibre optique. La Sonatel a mis en place, je rappelle, un nombre important de liaisons de câbles à fibre optique, à commencer par le réseau intérieur. Il y a plus de 3000 km de câbles à fibre optique qui sont déjà
mise en place par la Sonatel au niveau du Sénégal. Et il y a aussi tout un ensemble de réseaux de câbles sous-marins et des réseaux à fibre optique qui ont pris la succession des réseaux de câbles qu'on a mis en place déjà au milieu des années 70. Et la Sonatel a poursuivi ce travail. Et là, je rappelle, mais ce n'est pas la peine que je lise l'ensemble des éléments du réseau de câbles à fibre optique. Il y en a un certain nombre qui nous relient à différents pays d'Afrique, à l'Europe. Enfin là, je rappelle le réseau là, c'est vite fait, le Sénégal connecté. Je vais les rappeler très vite à condition que ça marche. Il y a ce réseau câble à fibre optique, allons plus vite. Un autre encore, vous voyez donc comment le Sénégal est interconnecté au monde, etc. Il y a un réseau satellite. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons été le premier pays d'Afrique à nous connecter au réseau satellite il y a maintenant plus de 40 ans. Et le Sénégal est encore desservi par un ensemble de réseaux satellites. Il y a d'abord Intelsat, International Telecommunication Satellite Organization, qui couvre la totalité des pays de la planète pratiquement. Il y a le réseau Inmarsat, Iridium, Thuraya, Arabsat, dont certaines antennes couvrent le Sénégal et qui permettent aussi, ce système permet de faire de la télémédecine. Il y a le RASCOM, et le Sénégal a été un peu à l'origine même de ce réseau régional africain de télécommunications par satellite. Et nous avons commencé à y réfléchir déjà il y a à la fin des années 70, au début des années 80. Donc il n'y a rien de nouveau pour nous. Il y a faire un long travail de réflexion et un effort énorme pour participer à l'évolution des télécommunications dans le monde que nous avons conduit depuis de longues années. Il y a le RASCOM. Il y a aussi un autre réseau de satellites qui est intéressant, de télécom par satellite, le Pan-African E-Network. Bon, on a un des orateurs en a parlé longuement. Et là, il y a le professeur Bara Diop, qui est mieux placé que moi, d'ailleurs, pour parler de l'intérêt de ce système indien pour la télémédecine au Sénégal. Parce qu'il était un des membres, un des utilisateurs les plus fréquents de ce système. Je rappelle simplement que c'est un projet de coopération entre le gouvernement de l'Inde et l'Union africaine. Et actuellement, ont été mises en place un ensemble de liaisons entre l'Inde et les pays africains. C'est des liaisons câbles, fibre optique et satellites qui offrent des possibilités très importantes. Non seulement de faire de la télémédecine, mais de la télééducation, le téléenseignement. Et malheureusement, pour ce qui me concerne personnellement, je pense que le réseau n'est pas encore assez bien utilisé. Il y a encore un effort à faire dans son utilisation. Donc on voit que le réseau de télécommunications TIC du Sénégal présente une base pour une activité de télémédecine moderne et efficace, et les orateurs qui m'ont précédé l'ont largement démontré. Et j'ajoute qu'il existe actuellement sur le marché aussi, parce qu'on ne peut pas parler de transmission sans parler de terminaux. Il y a une multitude de terminaux qui permettent de faire de la télémédecine. Ce que je pourrais indiquer, c'est qu'un bon plan de développement de la médecine, reposant sur une vision à long terme et une bonne stratégie, aiderait notre pays à tirer dans le domaine de la santé un meilleur profit des avancées des télécommunications et des TIC. Intérêt de la télémédecine, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, mais je vais peut-être le rappeler, puisque ici, je rappelle une fois de plus qu'il n'y a pas que des médecins. Les intérêts de la télémédecine, c'est d'abord améliorer l'accessibilité à des soins de qualité sur le territoire, optimiser l'utilisation du temps des ressources médicales rares, permettre un échange de pratiques médicales et une utilisation optimale des compétences médicales, améliorer la collaboration entre professionnels de santé pour la réalisation d'actes
rendre plus adaptés les parcours de soins des patients en optimisant le parcours des soins gradués, leur suivi et le recours aux expertises, améliorer la qualité et l'efficacité des soins, réduire les coûts d'exploitation des services cliniques, réduire les coûts administratifs, et il ne faut cependant pas oublier les inquiétudes, et il y a certains orateurs qui l'ont rappelé avant moi, oublier les inquiétudes soulevées par le recours à la télémédecine concernant la confidentialité des données patients, problème qui doit être traité par une régulation rigoureuse. Je pense que le Sénégal a bien avancé déjà dans ce domaine, mais les efforts doivent se poursuivre. On voit que le réseau de télécommunications TIC du Sénégal présente une base pour une activité de télémédecine moderne et efficace. Il est cependant nécessaire, pour la prise en charge des zones rurales et défavorisées, d'améliorer la couverture du réseau mobile et de recourir à des systèmes large bande à des coûts accessibles. Je répète, il faut ajouter qu'il existe déjà sur le marché de nombreux terminaux à des prix raisonnables permettant de réaliser des liaisons de télémédecine. Un bon plan de développement de la télémédecine reposant sur une vision à long terme et une bonne stratégie aiderait notre pays à tirer dans le domaine de la santé un meilleur profit des avancées des télécommunications et des TIC. Attendez. Avançons. Bon, voilà, les problèmes posés par la télémédecine, certains orateurs les ont déjà indiqués avant moi, mais il y en a une multitude. J'en citerai quelques-uns. Et je dois rappeler que je ne suis pas spécialiste de la télémédecine. Il y a des médecins et certains membres de notre éminente compagnie qui sont mieux placés que moi pour en parler. Donc, comment apprendre aux médecins cette nouvelle pratique? Je pense que le professeur Touré nous a donné pas mal d'exemples. On a appris, on apprend à des médecins à utiliser cet outil, mais il faudra former de nouvelles générations de médecins et aussi mettre à niveau les anciens. Donc le médecin devra repenser sa façon de travailler et il y a une modification du rapport entre le soignant et le médecin. Et je me pose aussi la question, n'y a-t-il pas perturbation de la hiérarchie entre soignants et médecins? C'est au médecin d'y répondre, c'est pas bon. Il y a une multitude, je disais, de terminaux de télémédecine. Je rappelais simplement, il y en a quelques-uns comme ça. Il y a un système qui s'appelle Alvicor iPhone ECG, qui est un modèle de EEG, enfin électrocardiogramme si vous voulez, attaché au dos d'un iPhone, plus une application d'accompagnement. C'est très facile à acquérir, pas très cher. iCard ECG, un modèle de taille carte de crédit pour Apple iPad et autres tablettes. Il y a aussi le Basis Monitoring Wristwatch. Il mesure une variété de facteurs santé, enfin, tension artérielle, etc. et enregistre l'information et l'interprète. Et il y a encore d'autres, Live Technology, le Télécardia, il est bon quand même d'insister là-dessus, qui est une boîte ECG très, très simple, qui peut se connecter par Bluetooth sur le réseau commuté. C'est très pratique. Donc voilà, et je vous remercie. Et vraiment, ça a été un plaisir de participer à cela.